Bon, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Michael Garcia. Je fais partie des architectes solutions de l'équipe Amazon Web Services. N'oubliez pas de suivre notre compte Twitter AWS Actu si vous voulez être tenu au courant des dernières actualités en France. Dans cette session de 45 minutes, on va commencer par aborder le sujet du traitement d'événements en temps réel de manière assez générique. Après, on aura la chance d'accueillir Nicolas Baron et de recueillir son témoignage et son expérience sur la plateforme, avec en particulier l'utilisation d'Amazon Redshift. Et après, je reprendrai la main pour terminer cette session et on réservera quelques minutes à la fin pour que vous ayez l'opportunité de poser toutes les questions que vous avez. Donc le traitement d'événements en temps réel, une des premières choses à laquelle on va penser, c'est l'Internet of Things, l'Internet des objets, qui est vraiment une tendance qu'on voit arriver sur le marché. Aujourd'hui, il y a déjà certains objets qui sont connectés, plutôt pour des usages assez simples. Donc ça peut être des lampes, par exemple, qui sont connectées à l'Internet. On ne le sait pas, mais il y a dans l'industrie déjà énormément de capteurs en fait, qui sont déjà connectés et qui renvoient des informations. Ces capteurs-là ne sont en général pas encore connectés directement sur le cloud et avec une porte vers l'Internet, mais ça ne saurait tarder. Et on voit en fait que dans le futur, on va avoir de plus en plus de devices connectés. Il y a déjà des gens qui ont construit des machines à laver connectées avec des Raspberry Pi ou des Arduino. Il faut savoir qu'il y a déjà des startups qui font ça avec des brosses à dents, par exemple. Donc vraiment, ça va faire partie de notre quotidien. Et tous ces senseurs, en fait, que ce soit des brosses à dents, des machines à laver ou autres, vont devoir envoyer des données pour qu'elles soient traitées en temps réel et qu'on puisse faire un processing simple de cette information pour prévenir un utilisateur. Par exemple, pour dire, ben voilà, le cycle pour laver les vêtements est terminé, maintenant on peut récupérer son linge. Donc, quand on parle de traitement d'événements en temps réel, on pense tout de suite à Big Data. Pourquoi? Parce qu'on va avoir énormément de données à collecter et à traiter. Pour un mot d'introduction sur le Big Data, on parle souvent des 3 V. Le premier V, ça va être le volume. Pourquoi? Parce que là, quand on va avoir une flotte de devices à gérer, on va souvent avoir des millions de devices, et pas des dizaines de millions ou des centaines de millions. Donc même si ces devices-là envoient peu de données, ils vont le faire de manière régulière pendant la journée. Et donc au final, à la fin de la journée, on va se retrouver avec des volumes de données qui sont vraiment colossaux. Le deuxième V, c'est pour la variété. Pourquoi? Parce qu'on va être capable d'agréger plusieurs sources d'informations. On va souvent récupérer de la donnée, par exemple, de capteurs ou autres, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de croiser ces données-là avec des données qui viennent d'ailleurs, d'une base de données, de logs, pour vraiment mettre en valeur de l'information et corréler justement ces différentes informations. Le dernier V, c'est la vélocité, donc c'est la rapidité avec laquelle justement on peut arriver à un résultat et avoir un retour, extraire de l'information de ces données-là. Et évidemment, c'est quelque chose de critique également. Donc le big data marche plutôt, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, marchait plutôt sur un modèle de batch, où on devait lancer un calcul qui pouvait durer plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures. C'est pas rare de voir des clients qui ont des clusters EMR, donc c'est notre service de Hadoop managé, avec plusieurs centaines de nœuds, et ils lancent par exemple un calcul tous les 4 heures qui dure lui-même 2 heures. Aujourd'hui, on a vraiment une tendance à se rapprocher du temps réel. Pourquoi? Parce que c'est toujours de plus en plus critique pour prendre des décisions au niveau métier, d'avoir un retour rapidement et de pouvoir adapter son comportement. Donc même si c'est ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est une tendance en fait qui est là depuis très longtemps. Si on prend par exemple les années 90, à l'époque on n'avait pas les systèmes technologiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Donc quand on prenait des décisions au niveau du business, par exemple, est-ce que pour une entreprise américaine, je vais faire une pub au Super Bowl cette année ou je vais lancer une campagne marketing, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire beaucoup de fois dans l'année, faire souvent. Donc quand on prenait la décision, elle avait un impact business qui était énorme. Avec les années 2000, on a eu des moyens informatiques plus performants, plus rapides. Donc, par exemple, on était capable de faire des campagnes marketing automatisées sur une base de données de contacts en filtrant justement les gens qu'on allait cibler dans cette campagne, et tout ça de façon industrielle et automatique. Donc avec ça, on pouvait faire des campagnes marketing plus souvent, tous les 2 semaines, 3 semaines,
ou autre. Là, l'impact business était réduit par campagne, vu qu'il y en avait plusieurs, mais ça permettait de faire ces campagnes-là de plus en plus souvent. Et enfin, ce à quoi on tend aujourd'hui, donc plutôt les années 2010, c'est vraiment de prendre des décisions de manière extrêmement rapide et d'en prendre beaucoup. Et surtout, ces décisions vont être prises en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être complètement automatisé. Il y aura des alertes et en fait, c'est des systèmes informatiques qui vont collecter ces données et qui vont y réagir. On verra un exemple plus tard, justement, avec Supercell, par exemple. On a beaucoup d'outils. Vous voyez, l'écosystème est vaste. Volontairement, j'ai mis beaucoup d'outils sur cette slide-là. Rassurez-vous, en plus, je ne les ai pas tous mis, donc on peut vraiment voir que l'écosystème est très grand. C'est dû à deux choses. La première, c'est que même si certaines technologies sont matures aujourd'hui, comme les technologies type Hadoop par exemple, il y a beaucoup de mouvements dans cet écosystème-là. C'est quelque chose justement vers lequel on tend aujourd'hui. C'est encore des technologies qui sont nouvelles, donc il y a beaucoup d'outils qui se créent. Peut-être que dans quelques années, il y aura un phénomène de darwinisme et il en restera un peu moins. Le deuxième raison qui explique pourquoi on a autant d'outils, c'est le fait qu'il y a un anti-pattern dans le big data, en se disant, bah voilà, ça va être comme une application web, je vais pouvoir mettre ma couche où j'ai mon client, ma couche où j'ai mes web servers et mes application servers, et dans ma base de données relationnelle classique, donc RDBMS, je vais mettre toutes mes données. Que ce soit des données que j'archive, que ce soit des données dont j'ai besoin rapidement, que ce soit des données qu'il faut que je requête de manière compliquée, que ce soit des données qu'il faut que je requête de manière simple. Et on va vraiment utiliser la base de données relationnelle comme un couteau suisse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Pourquoi? Parce que ça ne va pas fonctionner, surtout si vous passez à l'échelle et que vous avez des terras et des terras analysés, voire des dizaines de terras, des centaines de terras, des pétaoctets de données. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt dans ce monde-là la philosophie de dire à chaque fois on va avoir un outil qui correspond vraiment à une tâche. Est-ce que je dois archiver de la donnée? Est-ce que je dois la stocker rapidement? Est-ce que je dois la requêter rapidement? En fonction de ça, en fait, on va avoir un outil qui est adapté. Et c'est pour ça qu'ici, on peut voir donc différents services Amazon qui n'ont pas les mêmes fonctions. Amazon Elasticache, ça va être un service de cache in memory managé, donc avec du Redis et Memcached. Amazon DynamoDB, c'est notre service de base de données NoSQL. Amazon S3, ça va être plus pour stocker des fichiers. Voilà, donc à chaque fois, on va avoir vraiment un service qui correspond à un usage bien précis. Donc j'en profite dans cette session pour vous dire que vous avez vu qu'il y a énormément d'outils. On va parcourir certains d'entre eux. Le but, c'est pas de ressortir de cette session en disant bah, ça y est, je sais que je vais utiliser tel outil à tel endroit pour ça, mais c'est que déjà vous ayez une première vue d'ensemble du sujet et que vous sachiez au moins vers où vous orienter par rapport à votre cas d'usage. Le dernier service sur la droite est Amazon Redshift, qui est notre Data Warehouse as a Service. Donc je ne vais pas vous en parler. C'est Nicolas Baron qui va me rejoindre sur scène de la société Follow Analytics qui va nous faire un retour d'expérience justement sur son utilisation. Donc je vous prie de l'accueillir. Bonjour à tous. Alors, ça devrait marcher dans quelques instants. Voilà, c'est bon. Donc, je vais très rapidement présenter notre entreprise, donc Follow Analytics. La plateforme qu'on construit est une plateforme de marketing automation. Donc, globalement, ça s'oriente autour de deux grands services. La capacité à comprendre ce que les utilisateurs vont faire dans des applications mobiles, qui sont des applications mobiles natives, et la capacité à utiliser ces données pour essayer de construire des services à valeur ajoutée au-dessus, et notamment tout ce qui est campagne marketing, qui vont être des campagnes marketing de deux types. La première qui vont être des campagnes classiques avec du ciblage d'utilisateurs et l'envoi de campagne. Et la deuxième qui est justement la partie marketing automation, qui va nous donner la possibilité de réagir à des événements utilisateurs et essayer de personnaliser l'interaction que la marque va avoir avec cet utilisateur au travers du canal mobile. Donc c'est une plateforme qui est une plateforme éditée en SaaS, sur laquelle on a pris un positionnement qui est clair, qui est prendre un positionnement grand compte. Donc nous, on va plutôt travailler pour des gens dans le banking ou dans les télécoms ou dans l'industrie, par opposition à certains services qui vont par exemple cibler les gens qui vont être dans le jeu ou dans ce genre d'industrie. Donc voilà un focus qui est clair sur une vertical business. C'est une startup qui a été créée à Paris et dont aujourd'hui le headquarter est à San Francisco.
Alors, les fonctionnalités, j'ai commencé à vous en parler. Donc, globalement, on va couvrir ce spectre de fonctionnalités, la partie analyse de comportement utilisateur dans l'application, donc une très grosse volumétrie de logs. Je reviendrai par la suite sur ce point qui est un des points clés de cette présentation. Essayer de créer des profils d'utilisateurs et de la segmentation sur la base de ces données, de ce volume de données qu'on va collecter, avec une finalité, en fait, donc 2 finalités plus exactement. La première, c'est de créer de l'engagement. Donc d'être capable, via le canal mobile, soit via des notifications push, soit via des messages qu'on va appeler messages in-app, capable de créer de l'interaction très personnalisée et très contextuelle pour les utilisateurs de ces applications mobiles. Et une deuxième finalité de notre plateforme, vu qu'on a ciblé les grands comptes, c'est d'être capable de réconcilier le monde du mobile avec le monde du CRM, notamment en étant capable d'enrichir le CRM et la connaissance client qu'on va avoir dans ce CRM avec les données issues des usages mobiles, mais également d'avoir une boucle de feedback et dans le ciblage des campagnes marketing mobiles qu'on va être capable de créer, de réutiliser ces données de CRM et de connaissances utilisateurs qu'on peut avoir par ailleurs pour faire un meilleur ciblage et des choses encore une fois plus personnalisées. Voilà, notre stack technique très rapidement, donc il y a une variété de services qu'on va rendre sur la plateforme et je rejoins ce que Michael disait tout à l'heure. Du coup, aujourd'hui c'est impossible, je pense, de créer une architecture avec une base de données qui va répondre à toutes les problématiques. Donc nous, globalement, on les a séparés en 3 grandes problématiques. On a tout ce qui va être analyse de log et remontée d'informations de log, puis analyse le plus possible en temps réel de ces logs. Donc ça c'est la partie de gauche, avec le Redis qui va stacker les logs et ensuite ces logs qui vont être déversés dans Amazon Redshift, j'y reviens juste après. Des données dites, qu'on va dire plus transactionnelles, donc ça va être de la configuration, le stockage de mes utilisateurs, la configuration de mes campagnes, voilà un certain nombre de données où il y a très peu de volume. Par contre, il y a une contrainte transactionnelle qui est importante qu'on va stocker dans un storage classique qui est Postgre. Et une dernière typologie de données qu'on utilise qui sont les données qui vont venir soit de l'App Store, soit de Google Play. Donc un certain nombre de données publiques, par exemple les ratings ou les rankings d'applications qui sont globalement des données à très grosse volumétrie, mais sur lesquelles nous on va avoir plutôt des problématiques de recherche, recherche d'une application ou recherche d'un ranking spécifique, etc. et qu'on a adressé par un couple Elasticsearch et Postgre. Dans cette présentation, moi je vais plutôt me focaliser sur la partie de gauche, c'est-à-dire parler notamment de notre utilisation d'Amazon Redshift. Alors, notre contexte, un contexte de start-up, c'est-à-dire qu'il a fallu faire rapidement une première version de produit. Premier élément de contexte, donc un élément technique, on utilise encore un petit peu MongoDB, qui avait pour rôle de récolter les logs et de runner un certain nombre de traitements sur ces logs, donc principalement du MapReduce dans Mongo, qui avait pour but de calculer des agrégats et des statistiques assez classiques qu'on va retrouver dans notre métier, daily active users, de la stickiness, ce genre de métriques. Deuxième élément de contexte, donc, qui est, on va dire, un problème de riche, plutôt des perspectives business intéressantes pour l'entreprise, donc une croissance importante du nombre de clients et du nombre d'applications qu'on allait traiter dans la plateforme. Conséquence directe pour une équipe technique, évidemment, beaucoup plus de volume de données à traiter tous les mois. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 2 derniers mois, on a ingéré plus de données et plus de logs que sur l'ensemble de l'existence de l'entreprise Follow Analytics, qui a maintenant 2 ans et demi, voire quasiment 3 ans. Et le dernier point, c'est quelques problèmes de performance qui commençaient à arriver, à la fois sur nos calculs, donc sur l'agrégation de nos données dans Mongo, mais également, j'utilise le même terme pour parler de la performance, mais plutôt du point de vue de la vélocité des développements. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une situation où on devait écrire beaucoup d'agrégats, beaucoup de MapReduce, du code qui était assez compliqué, assez difficile à relire, et globalement un constat qui était partagé dans l'équipe, qui était qu'on commençait à toucher les limites de cette première architecture. Et finalement, on commençait à se poser la question de savoir si cette utilisation de cette base de données, en l'occurrence Mongo dans notre cas, était vraiment adaptée au métier, à ce qu'on avait envie de faire en termes de traitement de données. Donc voilà pour les éléments de contexte. Et quelques challenges. Donc le premier, un challenge assez évident pour une startup. On avait globalement la possibilité de faire une refonte assez large de la plateforme, mais il fallait que ça tienne en maximum 6 mois parce qu'on pensait que c'était après ces 6 mois, on commencerait réellement à avoir des vrais problèmes de performance et avoir des vrais problèmes du coup à rendre le service qu'on a avec une qualité de service suffisante. Le deuxième, c'était on souhaitait vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire plutôt que d'avoir du précalcul systématique et du calcul d'agrégats systématique a priori, c'était plutôt d'essayer d'avoir une règle qui était plutôt du 80-20, c'est-à-dire autant que possible être capable d'aller requêter la donnée en temps réel, et pour les 10 à 20% de cas les plus compliqués, avoir une stratégie qui était du précalcul et voilà, du requêtage plutôt d'agrégats qui avaient été stockés a priori.
Et je vous en ai déjà parlé, améliorer la productivité des développements. On voulait retourner vers un modèle de requêtage plus simple de la donnée et surtout plus adapté à ce qu'on construit comme produit. Donc, autant que possible, essayer de retourner vers un requêtage de type SQL. Et globalement, on a essayé de procéder le plus possible de manière scientifique, c'est-à-dire qu'on a regardé un peu le champ des possibles qui s'offrait à nous. On l'avait divisé en deux grands axes, les bases de type MPP, comme Amazon Redshift et ParseStream, et toute la famille, donc on a juste mis Hadoop, mais globalement l'écosystème complet qui tournait autour d'Hadoop. Pourquoi on s'est focalisé plutôt sur un choix qui était autour des bases MPP? Pour la raison que j'ai évoquée juste avant, qui était autant que possible, on voulait un pattern requêtage en temps réel de la donnée et plutôt essayer d'éviter le mode batch et le MapReduce qu'on avait déjà largement utilisé avant. Globalement, le facteur de choix qu'on a fait entre Amazon Redshift et ParseStream, alors ParseStream, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une technologie qui est assez confidentielle, mais qui a des caractéristiques qui étaient très intéressantes pour nous, notamment la possibilité de requêter en SQL de la donnée sur un très très gros volume de données. Donc comment on a procédé? Globalement, on a pris la volumétrie qu'on avait de données actuelles, on a essayé de créer des jeux de données aussi représentatifs que possible, et on a runné ces jeux de données, on mesurait nos performances sur les deux technologies. Performance assez similaire en fait entre les deux technologies, donc c'était pas forcément un bon axe de choix d'uniquement prendre cette partie performance. Par contre, il y a un autre axe qui est très important, surtout dans une équipe comme la mienne, qui est globalement une équipe où il y a plutôt des profils développeurs que des profils ops. C'était la facilité à maintenir, à faire scaler la plateforme, à rajouter un nouveau nœud au cluster, et globalement toute cette simplicité et cette facilité d'administration qui était beaucoup moins présente chez ParseStream et beaucoup plus présente dans l'écosystème Amazon. Donc c'est plutôt ce deuxième axe en fait qui nous a fait nous orienter, une fois qu'on avait pris la décision de partir sur des bases MPP, plutôt sur Redshift que sur ParseStream. Rapidement, la façon dont on ingère les logs en fait, et les perspectives qu'on va avoir, notamment autour de la stack AWS. Aujourd'hui, en fait, tous les téléphones, donc ce qu'il faut voir dans notre métier, c'est que globalement, on va développer un SDK, donc une librairie iOS, Android, qui va être installée dans chaque application de chacun de nos clients. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui va faire une action, même si on n'en voit pas ligne à ligne et qu'on arrive à avoir un petit mode batch dans notre SDK, on va avoir une volumétrie de données qui remonte minute par minute, qui est plutôt très importante. Donc on a tendance en fait à découpler, à stocker dans un premier temps dans Redis, ce qui va permettre notamment d'écrire très vite, ce qui est une des caractéristiques de cette technologie, surtout de rendre la main rapidement au SDK pour éviter d'être interruptif autant que possible. Et on va avoir dans un deuxième temps une chaîne de traitement qui va prendre ces logs depuis Redis et qui va être capable de les déverser, donc d'abord dans Amazon S3 et ensuite dans Redshift in fine, sur laquelle, sur ce storage, on va être capable de lancer toutes nos requêtes, d'être capable de lancer nos analyses, des calculs de funnels, de parcours utilisateur, des calculs d'événements précédents, événements suivants et des métriques par agrégation, voilà, daily active user ou ce genre de métriques. Perspective, pardon, c'est sur le slide d'avant du coup. Évidemment, quand vous regardez ce slide, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec la stack Amazon Web Services. Il y a une opportunité intéressante pour nous qui serait d'utiliser Kinesis, qui pourrait venir en remplacement de Redis et nous permettre notamment de faire un certain nombre de traitements dans le flux d'agrégation et d'insertion des données. Sur le Amazon Redshift, donc globalement, les tests qu'on a menés, nous, ce sont les tests suivants. C'est-à-dire on a pris plusieurs milliards de lignes de log. On a essayé autant que possible d'avoir des temps de réponse qui étaient acceptables, c'est-à-dire d'avoir le plus possible de nos requêtes qui tenaient en moins de 10 secondes. 10 secondes sur un service d'analytics comme le nôtre, donc un service sur lequel on va ingérer beaucoup de données, mais on va avoir très peu d'utilisateurs connectés en même temps sur la plateforme. Le but, c'était quand même d'avoir une qualité et une expérience utilisateur qui restait acceptable. Malgré tout, on a quand même des utilisateurs qui comprennent que derrière, il y a beaucoup de volume de données. Donc on n'est pas à la milliseconde. Par contre, on essaye quand même de rester dans des temps de réponse qui sont acceptables pour ces utilisateurs. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on s'est fixé, c'est d'essayer d'avoir 90% de nos requêtes en moins de 10 secondes. Donc globalement, voilà, pour vous comparer les deux, avant Mongo, sur Mongo, on était plutôt à une échelle qui était à des dizaines de millions de logs, et on faisait un précalcul quasiment systématique, même pour les métriques les plus simples. Aujourd'hui, on a des perspectives intéressantes à plusieurs milliards de lignes stockées dans Redshift, avec globalement, encore une fois, un profil de requête inférieur à 10 secondes. Un point qui est très important pour ceux d'entre vous qui ont envie de partir vers ces technos Redshift, c'est des très jolis technos, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce retour d'expérience aujourd'hui, parce que c'est un service dont on est très satisfait aujourd'hui. Malgré tout, il y a quelques points d'attention à avoir, qui est notamment la partie design du schéma en amont,
et réflexion sur la façon dans laquelle on va structurer les données, quelques caractéristiques de la technologie dans laquelle je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais qui sont des patterns sur ce qui s'appelle sort key, dis key, des choses qu'il faut réfléchir en amont pour essayer d'avoir les choses les plus optimisées par la suite. Ça passe aussi par des phases d'itération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va jouer avec notre jeu de données, regarder ce qui se passe, essayer de tuner un peu les choses, pour qu'une fois qu'on va livrer le service et le mettre en production, on ait quelque chose qui soit le plus performant possible. Ça demande globalement dans votre équipe d'avoir une ou plusieurs personnes qui sont plutôt des plus vieux, entre guillemets, c'est-à-dire des gens avec des très bons réflexes autour du SQL, des très bons réflexes de modélisation de données. Et nous, on a la chance dans l'équipe d'avoir une ou deux personnes avec ces caractéristiques-là. Et c'est vrai que ça a été un vrai accélérateur pour nous pour imaginer ce qu'il fallait faire et construire le bon schéma et le bon service. Les bénéfices pour nous, je reprends ce que disait Michael. Je pense que c'est the right tool for the right job. Donc voilà, on fait de l'analyse de log, on a une problématique qui est peu d'utilisateurs en parallèle, énormément de données à processer pour rendre le service et les calculs qu'on doit faire. Je pense que Redshift est très adapté à ça. Le deuxième point qui était important pour nous et qui était également un axe de choix entre la stack Hadoop et ce choix d'Amazon Redshift, c'est que on avait une contrainte de 6 mois. 2, dans l'équipe, on n'avait ni compétences Java, puisque sur notre stack, on fait plutôt du Ruby on Rails, ni compétences Hadoop en tant que telle. Donc on pensait que le cap à franchir pour passer de notre architecture existante à l'architecture cible était plus simple en passant par une technologie comme Amazon Redshift qu'en allant vers une stack Hadoop complète avec tous les écueils, je pense, qu'on aurait rencontrés faute d'expérience et de vrais retours sur la technologie dans l'équipe. Et puis le dernier point dont je vous ai déjà parlé, qui est évidemment c'est un service managé, donc avec le très bon goût d'avoir tout ce qui est administration et opération qui est largement simplifié et qui nous permet globalement dans l'équipe avec un demi-ops de rendre un service qui je pense aujourd'hui est de qualité. Je vais repasser la main à Michael et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour ce retour d'expérience. On va maintenant décortiquer ensemble les différents stades qui existent dans le big data. Il y a toujours ces 4 stades qu'on retrouve. Le premier, c'est de pouvoir ingérer la donnée, ensuite de pouvoir la stocker quelque part pour ensuite mener une analyse justement sur cette donnée et partager, visualiser le résultat de cette analyse. Donc ces stades sont très génériques. Quand on parle par exemple de visualisation, ça peut être une application web avec des métriques, un dashboard, ça peut être un rapport Excel. Donc c'est vraiment des stades qui sont assez génériques. On va mettre en opposition en fait dans le reste de cette présentation 2 modes de fonctionnement. Le premier, c'est le big data traditionnel en mode batch. Donc c'est un calcul qui va être fait de manière régulière et récurrente. Et lorsqu'on va traverser en fait tous ces différents stades, ces 4 stades, on a une réponse normalement en plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire heures. Et ce qui change en fait dans l'analyse en temps réel, c'est qu'on va traverser de la même façon ces différents stades, mais cette fois-ci, on va effectuer cette traversée en seulement quelques secondes. Donc c'est vraiment ça qui change et qu'on va mettre en opposition tout le reste de la présentation. Donc la première partie, on va reprendre sur l'ingestion. Si on parle plutôt du mode batch traditionnel, ce qui va se passer, on va essayer d'agréger des sources d'informations différentes. Donc ça peut être des informations qui sont déjà dans une base de données ou des logs sur un disque, par exemple. Toutes les 4 heures, il y a un petit process qui va tourner pour venir prendre ces logs et les envoyer à l'outil d'ingestion. Cette fois-ci, quand on est dans le temps réel, on ne va plus pouvoir faire ça toutes les 4 heures. Il va falloir streamer la donnée, donc l'envoyer en continu vers l'outil d'ingestion. Donc, toutes les données qu'on peut streamer, c'est vraiment n'importe quoi. Vous pouvez streamer des logs, des données, des écritures de base de données. Vous pouvez aussi récupérer des clics utilisateurs sur un site web, n'importe quel objet connecté en Internet of Things, des smartphones, voilà. Tout ce à quoi vous pouvez penser. L'important là-dedans, c'est vraiment que dès qu'il y a l'action qui va créer l'événement, cet événement sera directement envoyé à un outil d'ingestion. Donc cet outil d'ingestion, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, et c'est ça qui permet justement de traiter la donnée en temps réel. Donc cet outil doit avoir plusieurs caractéristiques. D'abord, il doit être capable de scaler énormément. Pourquoi? Parce que sur la gauche, on voit il y a les différentes sources d'informations. Si j'ai des millions de smartphones et des millions de devices qui m'envoient des informations, il faut que je sois capable de récupérer ce flux de données qui est très important.
La deuxième chose, c'est que je vais devoir persister la donnée aussi. Donc en fait, l'outil d'ingestion, dans ce cas-là, en temps réel, il doit aussi gérer la partie stockage pour pouvoir directement renvoyer l'information, comme on voit sur la droite, au processing. La troisième chose, c'est que tout ça, ça doit être fait en temps réel. Donc cette partie, justement, quand on traverse l'outil d'ingestion, en fait, on doit mettre une seconde ou quelques secondes maximum pour le traverser, sinon on perd cette capacité de temps réel. Et la dernière chose, c'est qu'on doit avoir une flexibilité architecturale qui est mise à disposition. Sur la gauche, on voit on a énormément de sources qui arrivent, un peu de différents contextes. Et sur la droite, on a des lignes de processing qui sont claires. Donc en fait, on a ça qui est ordonné et on va pouvoir justement avoir différents traitements et différents process. Donc c'est pour ça qu'on a créé Amazon Kinesis, qui est vraiment représente cet outil-là avec toutes ces propriétés-là. Pour entrer un peu plus dans la technique, on voit sur la gauche justement qu'on a différentes sources de données. On va pouvoir traverser Amazon Kinesis. Tous les devices sur la gauche où les différents producteurs de données vont se connecter à un endpoint Kinesis. Et sur la droite, on voit dans cet exemple qu'on a trois types de traitements. Le premier, c'est une application qui va juste prendre les données qui sont envoyées, les agréger, dédupliquer et les mettre sur S3. Donc par exemple, si je veux être capable de loguer toutes les données qui sont passées à travers Kinesis, je peux faire ça. La plupart de nos clients font ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder vraiment tout l'historique de toutes les données. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils font peut-être des traitements sur ces données, mais ils n'exploitent pas tous les champs. Donc demain, s'ils se rendent compte que ah bah tiens, dans tel log, il y avait tel champ que maintenant je veux exploiter, ils ont toujours cette donnée qui est à disposition sur S3, donc ils peuvent revenir et faire de nouveaux calculs pour voir si effectivement cette donnée-là est intéressante ou non. Une deuxième application, ça va être par exemple créer une application web avec un dashboard et des métriques pour des utilisateurs métiers. Et leur dire rapidement, bah voilà, il vient de se passer ça dans les 5 dernières minutes, dans la dernière heure, dans les dernières 2 heures, et avoir juste des métriques qui reviennent. Donc là, le traitement, c'est juste à partir de l'information qui passe, d'extraire des métriques, de faire un petit calcul, et de mettre ça à disposition dans une base NoSQL comme DynamoDB. Et enfin, l'application 3 peut faire des choses plus compliquées en se reposant sur, par exemple, Amazon Redshift. C'est un data warehouse as a service, ça reste une base de données relationnelle, donc il y a un schéma à respecter. Peut-être que les informations qui sont envoyées depuis les smartphones ou les devices ne respectent pas ce schéma-là. Donc l'application numéro 3, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va filtrer la donnée, l'harmoniser, peut-être l'enrichir pour qu'elle puisse rentrer dans le schéma du data warehouse. Et ce qui est important dans ce modèle-là, c'est qu'on sépare de manière très claire en fait, tous les différents traitements fonctionnels. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez rajouter autant d'applications ici que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le point qui vous permet d'avoir une architecture qui est extrêmement flexible, qui va répondre à vos besoins aujourd'hui. Mais si demain, vous changez d'avis et vous dites, voilà, maintenant, je veux faire un traitement différent sur ma donnée, vous avez juste à rajouter une nouvelle application. Encore un peu plus loin dans le détail, sur Amazon Kinesis, l'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle le shard. Donc c'est vraiment l'unité de base. Un shard, ça permet de récupérer en entrée 1 mégaoctet par seconde, d'ingérer 1 mégaoctet par seconde, et d'avoir jusqu'à 1000 transactions par seconde. Donc pour amener justement le scale, si vous avez un flux de données qui grossit, vous allez pouvoir demander à Kinesis de rajouter des shards, et à chaque fois, vous allez gagner 1 mégaoctet par seconde en capacité en entrée. La deuxième chose, c'est qu'Amazon Kinesis va stocker vos données pendant 24 heures. Donc à partir du moment où ça rentre dans Kinesis, vous n'avez plus à vous en soucier. La donnée est stockée et accessible pendant 24 heures. Donc toutes les applications qui vont être derrière Kinesis peuvent accéder à cette donnée-là pendant les prochaines 24 heures. Et le dernier élément qui est sûrement le plus important, c'est qu'encore une fois, c'est complètement managé. Donc comme l'a dit Nicolas, c'est vraiment un élément qui est non négligeable. Pourquoi? Parce que gérer ce type de système soi-même, oui, on peut se dire, je vais mettre un load balancer et des instances EC2 et un auto-scaling group. Si on essaye de faire ça, c'est des choses qui sont très complexes en fait qu'on est à l'échelle, et c'est nos clients qui nous ont dit justement qu'ils avaient beaucoup de difficultés à créer ce type de système. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi sur Amazon Kinesis. Donc le côté managé est vraiment un gros avantage d'Amazon Kinesis.
Alors je sais que quand on dit 1 mégaoctet par seconde en termes de flux, ça parle pas forcément beaucoup. En tout cas, moi, ça me parlait pas forcément beaucoup au début. Donc je voulais prendre un exemple avec vous. Je pense que tout le monde connaît ici le FireHose de Twitter. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le flux Twitter avec tous les tweets qui passent sur la planète. Donc ça représente un nombre de données qui est assez conséquent. On va prendre une hypothèse. Donc c'est peut-être pas les hypothèses les plus récentes qui correspondent à ce que Twitter est aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai pu trouver en me baladant sur le net. On va imaginer qu'on a 500 millions de tweets par jour, ce qui est déjà pas mal. Ça fait un demi-milliard de tweets à collecter quand même. Chaque tweet, il va peser 2,4 kilooctets. Et on va partir du principe qu'on a 24 heures dans la journée et c'est réparti de manière uniforme, il n'y a pas de pic. Est-ce que vous avez idée de combien ça peut représenter en termes de mégaoctets par seconde? Est-ce que c'est 1, 5, 10, 1000? Allez-y, soyez pas timide. Combien? 12? Est-ce que j'ai mieux ailleurs? Je vois les calculettes sont interdites. Donc effectivement, on est à 13,4 mégaoctets par seconde. Donc je vois qu'il y en a qui ont peut-être déjà travaillé le sujet. Donc voilà ce que ça représente, 13,4 mégaoctets par seconde. Ça représente 7 shards dans Amazon Kinesis. Et là, on est quand même en train de parler d'un flux de 500 millions de tweets par jour. Donc c'est quelque chose de colossal. Tout ça pour vous dire que Amazon Kinesis pourra supporter la charge de n'importe quel flux de données. Et en général, avant d'arriver à ce type de volumétrie, on en est loin, très loin quand on démarre. L'autre point, c'est qu'en plus d'être complètement managé, ça coûte par mois, avec ce modèle-là, 577 $. Donc pareil, si on essaye de construire le système soi-même et qu'on arrive à l'opérer, pour opérer ça, il y en a justement qui ont blogué sur le sujet. C'est des systèmes qui sont extrêmement complexes et en termes de prix, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. L'exemple que vous avez eu, dont Stéphane a parlé ce matin, c'est Supercell, éditeur de Clash of Clans et Boom Beach. Eux, ils ont construit un dashboard en temps réel, justement avec Kinesis, en ingérant tout ce qui venait, la télémétrie de tous les smartphones. La valeur ajoutée, ce que ça leur donne, c'est qu'au niveau business, ça leur permet vraiment de prendre des décisions quant à la direction de leur applicatif mobile. Aujourd'hui, c'est juste un dashboard, mais si je refais le parallèle avec ce que j'ai présenté en début de session, on peut imaginer dire, voilà, à tel niveau, en ce moment, les utilisateurs bloquent, et pour se débloquer de ces situations, ils achètent tous un marteau ou un canon ou je ne sais quoi. Et on pourrait dire, bah, vu que tout le monde achète ce même objet, je vais décider de faire une promotion. Donc de manière automatique et industrialisée, je vais passer une promotion sur le in-app, sur cet objet en particulier, à cet endroit-là du jeu. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait imaginer dans le futur. Donc si je reviens à mes différents stades, on a vu Amazon Kinesis pour le stockage. Il y en a un autre qui existe qui s'appelle Apache Kafka. Donc ceux qui ont se sont peut-être déjà renseignés sur le sujet l'ont déjà vu. On va dire qu'ils ont beaucoup de caractéristiques communes. Les différences qu'il va y avoir, c'est le fait que Amazon Kinesis, on retient la donnée 24 heures, Apache Kafka, c'est configurable. Et Amazon Kinesis, en entrée, en fait, les enregistrements font 50 kilooctets maximum. Et dans Apache Kafka, c'est configurable. Ces chiffres-là, côté Amazon Kinesis, c'est des choses qu'on a établies par rapport à notre base de clients. Si demain on a des retours comme quoi c'est pas suffisant en termes de kilooctets et qu'il faut par exemple plus que 50 kilooctets, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Donc là, on sera ravis en fait de recueillir votre feedback là-dessus et de se mettre à travailler là-dessus. On a vu déjà sur DynamoDB le fait qu'on rajoute par exemple les items qu'on puisse stocker soient plus gros, parce que pareil, on a eu un retour utilisateur là-dessus. Le point le plus important, c'est qu'encore une fois, Amazon Kinesis, c'est complètement à manager, ce qui n'est pas le cas de Apache Kafka. Ça va être à vous de gérer vos clusters et tout ce système-là. Pareil, niveau prix, ça ne va pas forcément être comparable en termes d'instances, parce qu'Apache Kafka, ça va être des instances à manager, à faire tourner. Donc notre recommandation, c'est vraiment, si vous utilisez Amazon Kinesis, vous serez capable d'arriver beaucoup plus vite au même résultat. Petit problème de connexion avec la télécommande, moi aussi.
Alors, excusez-moi, il y a un petit problème de télécommande. Alors, pendant que c'est réglé, je vais quand même continuer. Maintenant qu'on a vu en fait la partie sur le stockage, après, on va avoir le processing. Et là aussi, vous allez trouver différents outils dans le processing. Alors, avant de passer là-dessus, on a la partie stockage, excusez-moi, sur le batch. On ne va pas rentrer dans le détail du batch, ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui, on est plus sur l'analyse en temps réel. Sachez que dans le batch, il y a encore une fois beaucoup d'outils. Les pointeurs, c'est de vous poser les bonnes questions. Donc, pourquoi je vais utiliser une base de données plutôt qu'une autre? Les questions à se poser, c'est quelle est la donnée que je stocke? C'est du structuré, non structuré? Qui va faire les requêtes? Pour quel use case? Quelle charge doit avoir? Et ça vous permettra de vous orienter vers les bons outils. Donc, sur la partie process maintenant, là aussi, on va avoir différents outils. Les questions sont assez similaires, en fait. Donc, est-ce que vous allez faire de l'analytique? Et par là, j'entends, est-ce que les requêtes que vous allez faire ont besoin de faire des scans sur des millions d'enregistrements, voire milliards? Donc, par exemple, une requête analytique, c'est sur un site e-commerce, je veux connaître le panier moyen des utilisateurs sur les 20 dernières années. Donc là, effectivement, je vais devoir faire une analyse sur des milliards d'enregistrements. Ou est-ce que c'est plus des requêtes différentes, par exemple analyser du sentiment ou récupérer des métriques qui sont précalculées, auquel cas j'aurais pas besoin du même type de base, encore une fois. L'autre partie importante, c'est qui pose ces questions-là. Est-ce que c'est à destination de gens du métier? Est-ce que c'est à destination des end-users directement? Pareil, on ne va pas mettre le même type de base de données. Il y a certaines bases de données qui ne sont pas faites pour avoir des centaines de milliers de connexions ouvertes, mais plutôt très peu. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Et enfin, quand est-ce qu'on désire avoir le résultat? Est-ce que c'est de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin en temps réel? Donc sur la partie batch, on a les outils traditionnels avec principalement du EMR, Pig, Hive, etc. Sur la partie real-time sur laquelle je vais me concentrer, on a du Apache Spark Streaming qui permet de faire des analyses. Et côté Amazon, on va avoir plutôt ce qu'on appelle les Kinesis Apps. Donc en fait, on a une librairie cliente Kinesis que vous pouvez télécharger. Et en fait, ce que cette librairie fait, c'est qu'elle package les appels à Kinesis pour dire voilà, j'ai besoin d'avoir le prochain enregistrement, rends-le-moi et je peux le traiter. Donc vous avez juste à vous préoccuper vraiment du code logique et de votre processing à cette étape-là. Et enfin, le dernier composant, c'est AWS Lambda. Donc, pour ceux qui ont vu la présentation précédente, ça va vous permettre en fait une intégration facile entre Kinesis et Lambda pour pouvoir processer ces enregistrements, encore une fois, en temps réel. Donc le schéma que vous allez voir est volontairement, encore une fois, il est assez exhaustif, donc il est assez grand. On va classer justement ces différentes solutions en fonction de deux choses. Le premier axe, c'est la température de la donnée. Est-ce que c'est une donnée qui va changer, bouger souvent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est très froid, presque de l'archivage? Et la deuxième chose, c'est quand je vais poser une question à cette donnée en utilisant la solution, est-ce que je vais avoir une réponse de manière très rapide, ou au contraire, il va falloir que j'attende un peu plus? Donc, dans tout ce qui est en haut à gauche, on va retrouver, bien sûr, sur de la donnée qui est très chaude et un temps de réponse qui est très court, tout ce dont je vous ai parlé avec Amazon Kinesis, Apache Kafka, Spark, les Kinesis Apps. Là, on ne peut pas être plus temps réel que ça. Et après, sur la droite, on a par exemple du DynamoDB avec différents systèmes de requêtage. Et si je pars plutôt sur le côté droit, donc là, on va être plutôt sur quelque chose d'assez froid. Si je prends par exemple tout à droite Amazon S3, c'est vraiment du stockage fichier. En général, on met le fichier, on le laisse là. Après, on ne va pas venir le lire chaque seconde. Là, on peut connecter, faire des intégrations avec par exemple Redshift ou des clusters Spark ou encore Hive. Et suivant ce qu'on utilise, on va avoir la réponse plus ou moins rapidement. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de sortir d'ici en sachant, voilà, je vais mettre du Hive et du Spark, etc. Mais c'est plus vous donner vraiment une vue d'ensemble. L'équipe AWS est vraiment là pour vous accompagner aujourd'hui, mais aussi au quotidien. Nous, là-dessus, on peut vraiment vous aider à avancer, vous prodiguer des conseils en fonction de vos cas d'usage. Encore une fois, l'écosystème est très riche. C'est bien qu'il y a la demande de l'autre côté en termes de cas d'usage. Donc, il faut vraiment prendre votre cas d'usage pour arriver à la bonne solution technique.
Donc si j'ai une vue d'ensemble, il me manque la dernière étape qui est la visualisation. Donc là encore une fois, il y a beaucoup d'outils sur le marché. Je vous conseille de faire un tour sur la marketplace AWS où on a des éditeurs qui proposent des outils de visualisation et qui peuvent se connecter sur par exemple Redshift ou d'autres solutions pour visualiser les données et les partager. Je vais vous faire une petite démo Amazon Kinesis. Alors, est-ce qu'on peut switcher sur le Mac, s'il vous plaît? Donc, dans cette démo, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est un dashboard en temps réel d'utilisateurs. Imaginons qu'on a un site web avec chaque visite, en fait, chaque utilisateur va générer des données. Ces données sont envoyées à Kinesis. Et on a par exemple le département marketing qui veut être tenu au courant avec un tableau en temps réel de combien le site a d'utilisateurs et d'autres métriques de ce genre-là. Donc je vais vous montrer côté Amazon EC2 les différentes instances qu'on a. Donc les instances qu'on a ici, en fait, sont à la fois des instances qui permettent de faire tourner l'application web. Derrière, en base de données, on a du DynamoDB. Et d'autre part, en fait, c'est des instances qui vont simuler les utilisateurs. Donc elles vont faire des posts en fait, sur Amazon Kinesis. Donc ici, on a notre appli web qui s'appelle le Post Data Analyzer. Je vais renseigner des données qui sont présentes dans le stack que j'ai lancé. Donc toute cette démo en fait a été générée grâce à des templates CloudFormation. Donc c'est un architecte de l'équipe que je remercie au passage qui s'appelle Julien Lépine qui a créé cette démonstration. Et donc ici on peut voir dans le script CloudFormation certaines informations, des choses qui ont été créées automatiquement, comme la table DynamoDB qui contient ces métriques-là. Donc ici, je vais renseigner le nom de ma table. Et j'ai aussi un token vendor pour générer des jetons et pouvoir faire mes requêtes sur la base DynamoDB. Donc là, pour reprendre le flux, on a des utilisateurs qui sont simulés. Ces utilisateurs vont, via leur trafic en fait, et leur clic, générer de l'information. Cette information est envoyée à Kinesis directement. Et derrière, j'ai une application Kinesis qui va faire un calcul léger pour avoir une métrique et mettre ça dans la base DynamoDB. Et nous, on va consulter cette base DynamoDB via cette interface web. Donc là, si je clique sur le bouton Run, je vais avoir justement des requêtes qui vont passer derrière. Donc là, elles sont en train de passer, de demander à la base DynamoDB ce qu'il y a comme information. Et on va récupérer différentes métriques. Donc dans ce cas-là, c'est par exemple le nombre de pages vues par navigateur, il y a les navigateurs en dessous, le nombre d'utilisateurs par navigateur, etc., etc., le nombre de sessions. Et là, vous voyez, en fait, de temps en temps, les graphiques vont sauter. Pourquoi? Parce que toutes les 20 secondes, en fait, c'est mis à jour avec les derniers résultats qui ont été mis dans DynamoDB. Donc là, on est vraiment sur le temps réel avec ce dashboard. Comme vous voyez, là, il y a des incréments qui sont faits toutes les 20 secondes ici. Et donc, vous avez vraiment une vue à 20 secondes d'un trafic réel sur un site web. Donc là, après, effectivement, vous pouvez mettre n'importe quel cas d'utilisation derrière. La deuxième chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, au milieu de la présentation, on a aussi montré que la plupart des clients utilisent S3 pour archiver toutes les données qu'ils peuvent voir. Ça a aussi été fait dans cette démonstration. Donc si je vais sur mon bucket Amazon S3 Demo Kinesis, je vais voir en fait le résultat, juste les données brutes qui ont été stockées sur S3. Donc on voit qu'on est l'année 2015, 31, et je vais prendre cette heure-là. Et là, je vais avoir un ensemble en fait d'archives. Donc c'est juste des archives GZ. Si j'essaye d'ouvrir dedans, je vais voir juste des logs qui apparaissent. Donc là, on a vraiment la partie archivage. Est-ce qu'on peut revenir sur la fin de la présentation, s'il vous plaît? Donc là, voilà, on a cet exemple Kinesis avec ces deux branches. Encore une fois, le but, c'est que vous pouvez rajouter une branche supplémentaire et avoir n'importe quelle application qui ferait n'importe quel traitement. Je vais juste redemander, est-ce qu'on peut repasser sur le slide PPT, s'il vous plaît? Donc la démo est finie, je vais passer pour gagner du temps
Donc, ce qu'il y a à retenir en fait dans cette présentation, c'est que Kinesis, c'est vraiment votre point d'entrée pour toutes vos analyses temps réel. Ça vous permettra vraiment de faire rentrer votre donnée de manière scalable, de manière managée, et derrière ça, d'utiliser toute la puissance du cloud Amazon. Donc après ça, vous pourrez utiliser le service qui vous va bien, la base de données qui vous va bien, et satisfaire n'importe quel cas d'utilisation que vous voulez. Donc ça va vous permettre de faire et de l'analyse en temps réel, mais aussi toujours de satisfaire l'analyse en mode batch. Une fois que les données sont stockées sur S3, par exemple, vous pouvez déclencher des traitements EMR pour venir faire d'autres types de calculs. Avant de finir cette présentation, je voulais vous rappeler deux choses. La première, c'est qu'on a le Summit AWS qui aura lieu le 23 juin. On aura notre CTO, Werner Vogels, qui sera là présent le matin. L'après-midi, des breakout sessions, un peu comme cet après-midi. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour voir le programme et vous inscrire. La deuxième, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous inscrire à Activate. Donc si vous n'avez pas les liens ou que vous avez eu du mal à flasher le QR code, n'hésitez pas à venir au stand, on sera disponible. Donc je vais rappeler Nicolas pour qu'il revienne sur scène. Je sais qu'on a un peu dépassé l'horaire. S'il y en a qui veulent poser quelques questions, on va prendre 3-5 minutes pour répondre aux questions. Après, on sera de toute façon disponible sur les stands. Et je vous invite aussi, pour ceux qui veulent directement sortir, on a maintenant une demi-heure de cocktail et de networking. Donc c'est à l'étage du dessus, là où vous avez déjà eu les rafraîchissements. Donc je vous remercie pour votre attention. Une question là-bas au fond. Oui. Bonjour. Bonjour. Pour vous utilisiez Mongo dans la première version de votre applicatif. Et je voulais vous demander, à partir de combien à peu près de millions de lignes vous avez commencé à remarquer des problèmes sur les agrégats, et est-ce que ces millions de documents étaient dans des collections différentes ou pas, avec des index ou pas? Enfin, une réponse simple. Donc, donc, à la deuxième partie de votre question, réponse à oui, quasiment à tout. Donc, la façon dont, globalement, nous, l'unité de mesure qu'on utilise dans la plateforme, c'est ce qu'on appelle une mobile session. Une mobile session, elle est composée d'un certain nombre de logs, voilà, pour le faire très simple. Et donc, du coup, ce qu'on stocke et ce qu'on stockait dans Mongo, c'était ce document qui représentait la mobile session, qui était du coup accédé de plusieurs manières par la suite, notamment pour le calcul d'agrégat. Je crois que votre autre question, c'était sur la volumétrie. À partir de quand on a commencé à ressentir des problèmes? Globalement, je vous donnerai un ordre de grandeur qui a plusieurs dizaines de millions de logs. On a commencé à sentir des choses qui commencent à être plus compliquées. Encore une fois, je reviens sur mon autre point. Au-delà je pense qu'on aurait pu faire plein d'autres choses sur la perf, plein d'optimisations, plein de choses. On aurait pu aller plus loin dans du sharding ou dans ce genre de choses. Oui. Le point de difficulté qu'on rencontrait, c'était également un coût de développement qui était assez important par rapport au type d'analyse qu'on voulait faire. Et c'est ça aussi qui nous a fait nous poser la question de la migration et de bouger vers l'autre service. Donc c'est l'un plus l'autre. Mon but, encore une fois, j'ai oublié de le préciser, mais c'était pas du tout de faire du pointage du doigt pour dire Mongo c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est juste qu'à un moment donné, on a... Comme dans une startup, il y a une notion qui est vraiment centrale, qui est le temps et la vitesse à exécuter, à être capable de scaler et de s'adapter. On a pensé qu'on irait plus vite à faire cette migration plutôt qu'à essayer d'optimiser notre existant et retravailler dessus. Et on avait vraiment des problèmes de maintenabilité dans le code. Donc mon Mongo s'est orienté document, donc ça veut dire qu'on stocke des documents avec à chaque fois le nom de la donnée qui est répété, le nom de la colonne en quelque sorte. Et donc du coup on se retrouvait avec des collections qui étaient assez peu explicites sur la façon de les requêter et des agrégats MapReduce qui étaient assez durs à lire. Donc encore une fois, cette partie lisibilité et maintenabilité du code, c'était aussi un gros axe pour nous voilà, à retravailler. Donc c'était l'un plus l'autre qui ont fait qu'on a migré. Merci. Je vous en prie. Oui. Bonjour. Concernant la problématique Kinesis, je voulais savoir quel était votre pricing vis-à-vis des différents shards que vous aviez et vous proposiez,
Et aussi la facilité ou pas de mettre en place en fait, ce système de monitoring et de pouvoir réguler le nombre de shards en fonction de la volumétrie de données qui augmente ou diminue. Alors, le prix en fait sur Amazon Kinesis, il va être fonction de 2 axes. Le premier, c'est le nombre de shards à l'heure qu'on a. Et le deuxième, en fait, c'est le nombre de put records qu'on va faire avec Kinesis, donc combien d'informations en fait on va envoyer. Donc le put records, de mémoire, on pourra confirmer ça après ensemble sur le site, parce que tous les prix sont affichés sur le site en public, mais c'est au million de put records qui coûtent quelques centimes. Et pareil, le shard à l'heure, c'est quelques centimes. Donc ça, c'est les 2 axes. On peut regarder ça après vraiment sur le site pour avoir le prix précis, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et après, pour tout l'aspect monitoring, en fait, vous avez des métriques de base qui viennent avec votre utilisation de Kinesis. Ça va être des métriques CloudWatch. Donc là-dessus, justement, vous avez le nombre de put records qui ont été faits, vous avez le nombre de la volumétrie de données qui rentre dans votre flux, qui en sort. Donc en fait, toutes ces métriques-là, ça va vous donner les infos d'utilisation de votre streaming Kinesis. Et comme ce sont des métriques CloudWatch, vous pouvez facilement mettre des alertes. Donc par exemple, quand je dépasse tel seuil de volumétrie, je vais être averti par l'alerte et donc réagir en conséquence. Donc en fait, c'est via ce mécanisme-là que vous allez être capable de réagir et dire en effet, je peux ajouter un shard ou au contraire l'émerger. D'accord, mais donc cette opération, elle est manuelle, le fait de venir rajouter un shard, c'est pas... Il n'y a pas forcément la notion d'auto, d'ajout et de suppression de shard. Alors, la scalabilité, elle n'est pas gérée automatiquement par Amazon. Donc, effectivement, cette action-là, une fois qu'il y a une alerte, c'est à vous de passer un autre appel API pour dire je veux rajouter un shard ou au contraire, je veux en enlever un. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Alors la question, c'est en utilisant un projet qui est en Ruby et Redshift, est-ce qu'il y a un driver justement AWS pour Ruby ou est-ce qu'on doit utiliser ceux qui sont émis par la communauté? Donc aujourd'hui, effectivement, il y a ceux de la communauté dont on peut se servir. On n'a pas de driver encore officiel Ruby. Par contre, c'est un excellent feedback. Donc toutes les demandes, en fait, à chaque fois, on va les prendre. Les faire remonter aux équipes produits. Donc moi, je pourrais faire remonter ça également. Et s'il y a effectivement une demande de la part de la communauté là-dessus, oui, c'est des choses sur lesquelles on se mettra à travailler, comme par exemple sur la KCL Amazon Kinesis. On vient de la rendre disponible en Node.js parce qu'il y a eu beaucoup de demandes en Node.js. Donc pour tous ceux qui ont ce type de demande-là, n'hésitez pas à le faire remonter. Et je rebondis aussi sur la question d'avant, le fait que ça soit automatique. Par exemple, pour rajouter des shards ou autre, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter ce feedback parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de gens qui le demandent, bah, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Donc merci. Bon, je pense qu'on va pouvoir clore la session de questions. Donc encore une fois, merci pour votre attention. Et on se retrouvera en haut pour l'espace cocktail et networking. Merci beaucoup et merci. À Nicolas.